Parfait. Merci Marine. Bonjour à tous. Donc, je suis Florent Bouvier. Je suis responsable du programme EasyTech au sein de l'IRT Nanoelec. Donc, merci à tous de vous connecter aujourd'hui. On va vous présenter dans le cadre de la série de webinaires dédiés au programme EasyTech un laboratoire, donc le GIPSALAB et la plateforme robotique mobile et drone dont est responsable Mathieu Muchinowski, qui est à mes côtés. Pour rappel, EasyTech, c'est un programme de l'IRT Nanoelec qui a pour objectif d'aider les entreprises à intégrer des technologies deep tech issues des laboratoires partenaires donc, de l'IRT Nanoelec. Et ce de manière facilitée sur des thématiques propres portées par l'IRT Nanoelec, les systèmes embarqués, la microélectronique, la photonique, et donc tout ce qui a trait à ces sujets-là. Donc la robotique mobile notamment nécessite justement ces technos-là. Et donc on va vous présenter effectivement quelles compétences peuvent être mobilisées et comment est-ce que le programme EasyTech peut intervenir en finançant une partie de la proposition qui vous est faite en tant que PME par le laboratoire, sachant qu'on peut intervenir jusqu'à 50% du coût du laboratoire, avec un accompagnement au-delà du financement qui va sur de l'accompagnement sur de la pré-industrialisation. On pourra peut-être y revenir sur certains des sujets qui seront présentés. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Mathieu qui va nous présenter la plateforme, les quelques exemples. Et puis, n'hésitez pas à commencer à rédiger vos questions auxquelles on pourra répondre à la fin. Alors, pardon, oui, le programme EasyTech, les partenaires, je les liste ici, c'est Captronic, Grenoble INP et le CEA, avec un soutien de France 2030 et de certaines agglomérations comme Saint-Étienne et Valence. Merci. Bien, bonjour à tous. Donc moi, je suis Mathieu Muchinowski, je suis ingénieur produit, transfert et valorisation au GIPSALAB. Le GIPSALAB, c'est une unité mixte de recherche qui va s'intéresser à tout ce qui va traiter du traitement du signal, de la parole, de la cognition et de l'automatique. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur la robotique mobile et on va voir comment, à tous les niveaux de TRL, un laboratoire comme le GIPSA peut vous accompagner dans vos développements. La robotique en 2025, on voit bien qu'on n'est plus au balbutiement de cette discipline, qu'on a des applications qui sont toujours plus variées, avec des choses en agriculture, des choses dans la livraison, des choses dans les entrepôts. Et toutes ces avancées, historiquement, elles se sont toujours faites en intégrant les dernières technos, que ce soit au niveau des matériaux, de l'IA, des capteurs. Et on a aujourd'hui des acteurs internationaux qui sont extrêmement performants et qui vont structurer des filières entières. Dans le cas des drones, typiquement, on peut penser à une entreprise comme DJI. Ce qui fait que les défis aujourd'hui de la robotique sont qu'on a une complexité qui est vraiment accrue du fait qu'on intègre toutes ces disciplines variées, avec des temps de développement qui vont se rallonger pour des nouveaux acteurs ou pour des acteurs plus petits que ces grosses structures internationales dont on parlait, et qui doivent en plus faire face à une évolution qui est extrêmement rapide et extrêmement constante, parce que voilà, on a toujours des nouvelles choses qui s'avancent. Pour répondre à ça, nous, notre conseil, c'est de vous appuyer sur les laboratoires de recherche, parce que, en fait, à tous les niveaux de TRL, on va pouvoir vous aider non seulement à accélérer vos développements, mais aussi à vous concentrer sur votre valeur ajoutée, c'est-à-dire sur ce qui fait de votre entreprise un acteur différenciant sur votre marché. Ça va aussi vous permettre d'atténuer les risques et de rester à jour de l'état de l'art scientifique, parce qu'on sait très bien que les entreprises ont plus de difficultés que les chercheurs à se maintenir justement sur ces niveaux-là de compétences. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va faire vraiment un panel des bas TRL jusqu'au haut TRL. Je vais essayer de m'appuyer sur des exemples. Je passerai vite sur chaque exemple. N'hésitez pas, en fin de présentation, à ce qu'on revienne dessus pour plus de détails, si vous avez vraiment des questions techniques sur les projets que je présente. Donc, la première chose à faire quand vous partez d'un concept, vous avez une idée que vous voulez développer, pour éviter les projets ratés d'avance, c'est de dérisquer. Quand vous avez un projet sur un modèle, tout le monde a tendance à être trop généreux avec son modèle, avec son concept innovant, ce qui très souvent crée des marchés imaginaires et où si en fait vous n'avez pas un modèle suffisamment précis, vous n'allez pas partir dans les bonnes directions. De la même manière, si vous avez un état de l'art qui est bâclé, vous allez lancer vos développements et au moment où votre produit va arriver sur le marché, quelque part entre 2 et 3 ans plus tard, vous allez avoir un retard qui va être très difficile à rattraper parce qu'en fait vos concurrents ils seront partis d'un point d'origine qui était beaucoup plus élevé que celui que vous pensez.
Pour ça, nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir des modèles sains dès le départ pour vos simulations, avec des modèles qui soient modulaires, qui soient extrêmement pointus sur votre concept phare, mais qui soient efficaces et génériques sur le reste, pour vous permettre de vous intégrer correctement dans vos futurs développements. Pour ces modèles, vous avez le choix entre des choses qui vont être basées physiques ou basées données pour chacune des briques modulaires de ces simulations. Côté modèle physique, les laboratoires vont pouvoir vous accompagner pour tout ce qui va être identification des différentes caractéristiques de vos systèmes. Et à l'inverse, côté données, on va plutôt être sur des modèles boîte noire avec de l'identification, des choses comme du RMAX ou du réseau de neurones, quelque chose de plus récent mais qui demande des données beaucoup plus importantes. Et on va avoir des connaissances sur tout ce qui va être entre les deux, en particulier les réseaux de neurones inspirés par la physique, qui vont vous permettre en fait d'avoir un juste milieu entre les deux. Pour alimenter ces modèles-là, dans les laboratoires, on a plusieurs bancs de mesures. On a une soufflerie dans laquelle on peut faire des mesures aéro, des mesures d'effort, des mesures d'énergie consommée. Nous, ça nous permet par exemple de développer des modèles d'hélice ou des modèles d'actionneurs, en particulier pour les drones. On a des bancs d'essai vraiment dédiés aux drones qui, là, pour le coup, vont plutôt nous permettre de faire des modèles des actionneurs ou des modèles des contrôleurs embarqués sur lesquels on n'a pas toujours la maîtrise, ou encore de faire des modèles inertiels. Vous avez une machine, vous voulez voir comment elle se comporte au niveau mécanique, ça peut être une solution. On a la même chose sur les véhicules mobiles avec la plateforme Innov qui nous permet de faire des modèles d'actionneurs, des modèles de batterie ou des modèles de frottement qui sont des choses qui intéressent certains industriels dans le monde automobile. La deuxième phase pour avoir des modèles intéressants, c'est d'avoir des modèles qui seront compatibles avec vos développements futurs. Donc, par exemple, en les intégrant à des jumeaux numériques ou à des systèmes hardware in the loop. Au sein du laboratoire, on va avoir ces deux solutions sur les drones et sur les véhicules terrestres. Et on va essayer de s'intégrer dans des groupements logiciels et des middleware qui sont assez répandus dans le monde de la robotique, comme ROS ou MATLAB Simulink, en fonction des applications que vous allez avoir. Ça vous permet de venir confronter vos modèles et confronter votre concept à l'état de l'art assez rapidement et de vous intégrer dans des benchmarks numériques. On a par exemple, il y a 5-6 ans, développé un benchmark dédié à l'évitement d'obstacles embarqués sur les drones qui fonctionnait assez bien avec un jumeau numérique drone. À ce niveau de TRL-là, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est vraiment tester des concepts. Donc là, je vous montre un exemple avec la société Windfisher, qui développe des éoliennes aéroportées basées sur un effet aéro qui s'appelle l'effet Magnus. Et on avait pu, vous voyez, avec une maquette extrêmement simple, commencer à valider des premières choses sur le comportement et l'efficacité et l'intérêt d'un système comme celui-là. Une fois que vous arrivez à ce genre de preuve de concept, ce que vous allez faire, c'est vouloir passer à une maquette, donc quelque chose qui va être plus représentatif et qui va vous permettre de développer les premières briques vraiment du développement de votre produit final. Donc pour ça, nous, on s'appuie vraiment sur le prototypage rapide et la conception modulaire. Le projet T-Rex, au niveau national, au niveau du CNRS, a financé le développement d'un drone modulaire dédié à la recherche, et donc dédié vraiment à l'innovation, avec une architecture modulaire de 150 grammes à 4 kg pour les drones, une électronique et un autopilote qui va être commun sur cette plage de drones, et des ESC pilotés en vitesse pour avoir vraiment une maîtrise très très forte sur les actionneurs, et bien entendu le fameux jumeau numérique dont je parlais tout à l'heure, qui sont disponibles sur MATLAB et sur ROS-Gazebo. En plus de cette conception modulaire, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider dans des zones sécurisées avec une précision assez importante, typiquement des systèmes de capture de mouvement, comme ce que vous pouvez voir en haut de l'image. Ce genre d'équipement couplé à ces jumeaux numériques, ça nous permet en fait d'aller vraiment explorer des plateformes de drones et des concepts de drones très variés. Par exemple, le Street Art Drone qui a été développé ces dernières années, qui permet d'aller poser des points sur une surface libre. Des choses comme les éoliennes aéroportées basées sur l'effet Magnus. Vous pouvez voir que tout à l'heure, on était sur une maquette extrêmement simple, et là, on est immédiatement sur quelque chose d'embarqué sur un drone. Il y a très peu d'années de différence entre les deux. Des choses sur les flottes de drones, sur les algorithmes qui vont permettre en fait de reconfigurer les drones de manière automatique. On n'a pas besoin d'aller très très loin pour tester des premiers algorithmes assez rapidement. De l'intelligence artificielle et du contrôle, les premières briques d'intelligence artificielle, les premières briques d'apprentissage, on peut les générer aussi dans ces salles-là. Et on a évidemment la même chose sur les véhicules terrestres, qui va plus avoir vocation à faire à travailler des algorithmes sur la gestion de la batterie, sur des actionneurs, sur des mesures de vitesse ou sur des typologies de contrôle un peu particuliers, avec toujours ces jumeaux numériques MATLAB, ROS. Une fois que vous avez votre maquette, c'est le cœur de votre valeur. C'est en général le concept que vous voulez mettre en avant et sur lequel vous pensez qu'il y a de la valeur. L'objectif, c'est de le mettre en valeur dans le démonstrateur. Donc, typiquement, ce que vous allez faire dans une
un développement traditionnel, c'est que vous allez avoir vos briques fonctionnelles successives que vous allez comparer et que vous allez valider sur le terrain. Donc, ça va vous permettre de récolter vos meilleures données terrain qui vont vous servir à la fois à améliorer votre prototype, mais aussi à communiquer avec vos investisseurs ou vos financeurs. Et si tout se passe bien, vous allez arriver jusqu'à un certain point où vous serez satisfait des performances et vous allez vous dire, OK, maintenant, il faut qu'on mette des briques d'habillage et on aura notre démonstrateur qu'on peut montrer sur un salon. Très souvent, ce qui va se passer, c'est que pendant que vous êtes en train de développer vos briques fonctionnelles, vous allez rencontrer des verrous techniques que vous n'aviez pas forcément prévus ou que vous allez avoir du mal à passer. Et c'est à ce moment-là, en fait, vraiment que les laboratoires comme le GIPSA peuvent avoir un apport très, très fort pour vous parce qu'ils vont vous permettre de traverser ces verrous techniques beaucoup plus rapidement. Et on va aussi pouvoir vous aider sur tout ce qui est validation de terrain et sur le développement de vos bases de données et de vos modèles pour partir en fait vraiment, comme je le disais tout à l'heure, sur les premiers TRL, sur des bases saines et pour que votre développement, vous n'ayez pas à le refaire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que vous aurez pris du retard à ce moment. Pour répondre à ces besoins-là, nous, on a des moyens d'essai, évidemment, donc des terrains en extérieur autour de toute la communauté grenobloise, avec des grands champs et évidemment des pilotes habilités à faire voler des drones et donc à vous accompagner sur vos mesures et sur vos essais. On a du positionnement extérieur de précision, donc je parlais tout à l'heure du drone street art qui a été utilisé là pendant le Street Art Festival à Grenoble pour réaliser une fresque d'une dizaine de mètres de haut, si mes souvenirs sont bons, sur un bâtiment du campus grenoblois. Pour ça, on s'appuie sur une station totale Leica, qui est du coup une station qui vous permet de positionner très précisément un objet dans l'espace jusqu'à 10 km de portée. Dans le cadre du projet STRAD, on était à plus ou moins de 2 cm de précision sur chacun des points de la fresque, en sachant que ça prend en compte non seulement la précision de la Leica, mais aussi la précision de positionnement sur quelque chose qui est vraiment au stade du prototype. Donc ça vous montre à quel point on peut aller sur quelque chose de très précis, très rapidement aujourd'hui. Et on dispose aussi de moyens de mesure embarqués, comme des GPS RTK, des sondes de vent en 3D, ou des briques de vision et de SLAM que je vais vous présenter maintenant, qui peuvent être vraiment des choses intéressantes, soit pour votre développement, soit pour aussi avoir des choses jolies à montrer dans vos démonstrateurs. Côté briques vision, donc on a le projet DarkNav, qui est un projet de navigation sans GPS en milieu obscur. On a typiquement un projet d'exploration archéologique dans des grottes qui va démarrer là bientôt. On a de la navigation sûre et autonome en extérieur avec de l'évitement d'obstacles qui en fait va analyser l'environnement extérieur et choisir des chemins sûrs pour se déplacer proprement. On a des briques de cartographie photoréaliste pour la téléopération qui ont commencé à être développées avec l'INRIA et Framatome il y a quelques temps et qui ont donné beaucoup plus récemment du SLAM, donc de la cartographie et de la localisation simultanée photoréaliste embarquée directement sur un quadrotor. Donc des choses qui vont vraiment qui commencent à être très performantes et qui peuvent être intégrées à l'état de briques très rapidement dans vos prototypes. On a également des briques côté contrôle. On a des experts internationaux sur tout ce qui va être allocation de contrôle dynamique. Donc ça, c'est typiquement, là, on est dans le cas d'un drone AFM Magnus, où vous allez avoir en fait plus d'actionneurs que ce dont vous avez besoin pour stabiliser et piloter votre robot. Et donc, on va permettre d'optimiser en fait l'allocation entre les différents actionneurs pour soit optimiser l'énergie, soit optimiser une force, soit optimiser quelque chose. Côté véhicule terrestre, on a beaucoup de travaux sur tout ce qui va être contrôle robuste et non linéaire, donc des choses basées modèle, des choses basées sur les systèmes linéaires à paramètres variants, ou des choses avec la contrôleur avec la norme H-infini, ce qui va permettre en fait d'avoir beaucoup d'avancées sur la conduite autonome, l'assistance à la conduite, la détection d'erreurs du pilote. Donc ça, c'est des projets qui vont être surtout réalisés avec des industriels. On a par exemple un projet d'estimation de frottement et d'adhérence avec Michelin, un projet de confort de conduite avec des véhicules multiples avec Renault, ou des projets autour des batteries avec Volvo. Une fois que vous avez votre démonstrateur, là, vous avez quelque chose qui est mis en valeur où vous pourriez penser que vous êtes proche de votre produit. En réalité, très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où vous allez montrer votre démonstrateur à vos clients, vous allez récolter des premiers retours clients et vous allez bien vous rendre compte qu'en fait, il vous manque tout un tas de briques pour arriver au produit et à la mise en production. Et c'est souvent le moment le plus long et le plus dur à faire financer aussi pour les entreprises. Et où vous allez avoir en fait vraiment un très gros lot de qualifications à réaliser avec énormément de données à récolter pour pouvoir montrer à vos clients que votre produit est pertinent et qu'il fonctionne. Avec encore une fois des verrous techniques que vous allez devoir lever et puis des optimisations, des réglages où là en fait vous allez non seulement commencer à étoffer votre équipe, mais aussi vous allez avoir besoin de vous appuyer sur différents experts de votre domaine pour pouvoir passer au process productif et
passer à la mise en production. Sur le process productif, a priori, ce n'est pas là que les labos de recherche vont avoir le plus gros intérêt. Par contre, sur tout ce qui est briques fonctionnelles, qualification, optimisation et réglage, là, encore une fois, on va avoir beaucoup de choses à apporter à des jeunes entreprises ou à des PME, parce que on va vraiment pouvoir vous permettre d'accélérer ces phases-là, qui sont souvent très chronophages et très coûteuses en équipement, parce que vous allez avoir besoin de plus en plus de précision et de qualité dans les équipements que vous allez embarquer. Donc là, je vais vous donner quelques exemples de projets qui ont été réalisés à ces TRL-là. Donc on a, par exemple, accompagné l'entreprise MicroDB qui faisait de la détection et de la localisation acoustique de drones avec une antenne. Eux, c'est des experts de antennes, mais ils n'avaient pas spécialement vocation à acheter des drones, à former des télépilotes et à travailler avec eux à très long terme. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a fait un projet de partenariat relativement court où, en fait, nous, on leur a fourni toute l'expertise drone pour pouvoir faire toute leur campagne de mesure, générer toutes leurs données et qu'ils puissent commencer à travailler sur leurs algorithmes d'IA, qu'ils puissent commencer à avoir des preuves de concept et qu'ils puissent commencer à voir si leur concept était pertinent ou pas dans ce cadre-là. Dans le cadre du projet EasyTech, il y a quelques années, on a aussi travaillé avec la société Drone Interactive. La société Drone Interactive, elle développait une attraction basée sur les drones qui s'appelait Arcadrone. Donc, ils avaient un prototype fonctionnel qu'ils ont montré au CES qui marchait avec 2 petits drones qui volaient et de la réalité augmentée. Le problème, c'est que quand ils sont passés au stade de la production, ils se sont rendus compte que leur loi de contrôle et leur fonctionnement actuel ne leur permettait pas en fait de voler avec le nombre de drones qu'ils voulaient et de la manière suffisamment précise et reproductible pour que leur système économique et leur modèle économique soient viables. Donc, ils ont fait appel à nous et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une refonte complète de leur code, puis on les a accompagnés dans l'optimisation et les réglages de leur loi de contrôle qui ont été directement embarqués dans leur produit final qui a été vendu dans plusieurs attractions. Alors, c'était avant le Covid, ça s'est un peu moins bien passé, mais voilà, ça leur a vraiment permis en quelque chose comme 4 à 8 mois de passer de leur prototype qui avait des problèmes vraiment de fond et des problèmes structurels à quelque chose qui était extrêmement fonctionnel et qu'ils ont pu derrière mettre en avant auprès de leurs clients et arriver directement sur de la vente. Et le dernier genre de choses qu'on peut faire, qui est plutôt de l'accompagnement en start-up, c'est tout ce qui va traiter de la maintenance prédictive, donc des algorithmes pour aller vraiment, une fois que vous avez votre produit qui est fonctionnel, essayer d'offrir des fonctionnalités supplémentaires à vos clients dans le fonctionnement à long terme de votre produit. Et je vais conclure sur une slide de nos collaborations historiques avec l'entreprise Unifisher pour vous montrer qu'en fait, très souvent, quand on commence sur des petits sujets avec une entreprise, en fait, on va les accompagner pendant 10 ans derrière à toutes les phases du projet. Donc là, vous avez les débuts en 2015 dont je vous parlais tout à l'heure avec les tout premiers modèles, les toutes premières preuves de concept qu'on volait et sur lesquelles on a fait des modèles. Dans les années qui ont suivi, il y a eu des développements énormément de leur côté et il y a eu beaucoup de conseils de notre part sur la mise au point de leurs premiers prototypes, la mise au point des premiers algorithmes de contrôle-commande. Il y a eu des recherches partagées avec des thèses communes. Il y a eu aussi des transferts de compétences de personnes. Il y a par exemple un ancien thésard du laboratoire qui aujourd'hui est l'expert contrôle-commande de Unifisher dans la société. Il y a un ancien ingénieur de recherche qui aujourd'hui est la personne en charge de développer matériellement le nouveau prototype. Et il y a des nouveaux contrats de collaboration qui sont encore en train d'être établis avec l'aboutissement de ces 10 années qui va être la création d'un laboratoire commun avec Unifisher dont on a hâte qui débute. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je vous laisse mon contact et celui de ma collègue Barbara, qui est responsable de la recherche partenariale et des relations industrielles, qui s'occupe de toute la partie contractualisation de ce genre de projet. Et bien sûr, vous avez le contact de Florent, côté Nunalogic. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette présentation complète. Moi, j'ai effectivement quelques questions. C'était intéressant d'avoir tous ces exemples-là. Moi, la question d'abord que je me pose, c'est dans quelle mesure est-ce que vous intégrez par rapport aux marchés qui sont visés des sujets liés aux normes auxquelles vont être contraintes les entreprises qui vous sollicitent. Est-ce que dans le courant de l'accompagnement que vous proposez, est-ce qu'il y a ces évaluations, ces analyses de risque, ces essais, des essais qui sont réalisés pour la CEM, des choses comme ça? Nous, alors sur la CEM, dans le monde des drones en particulier, nous, on n'est pas experts de la réglementation, mais on a 5 télépilotes qui sont formés à la législation, qui ont le droit de voler, qui ont leur brevet de télépilote. Et on a des projets où justement on accompagne les entreprises sur ces sujets-là. On a un projet sur de l'éolien offshore
et sur de l'inspection d'éolien offshore, où justement on a vocation à accompagner sur le volet plutôt technique et sur le volet législatif des entreprises qui voudraient monter leur niveau de sale. Alors, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu des noms hybrides pour les gens qui ne sont pas issus du monde du drone, mais oui, on a des gens experts de ces sujets-là. On n'a pas vocation à rédiger les dossiers de certification ou à faire ce genre de choses. Par contre, on peut tout à fait vous accompagner sur toutes les preuves à apporter pour ces dossiers-là, donc tout ce qui va être récolte de données, essais en extérieur, etc., pour valider ces choses-là. D'accord. Parce qu'effectivement, les données qui peuvent être récoltées peuvent être aussi faire l'objet de brouillage ou de choses de récupération d'informations. Donc, il y a toute l'aspect sécurité aussi qui doit être, je pense, traité, mais qui peut être traité aussi en accompagnement par des experts qu'on peut mobiliser. Je pense par exemple à Captronic sur ces sujets-là, qui font partie des partenaires d'EasyTech et qui peuvent intervenir en parallèle de ce que vous proposez. Oui, bien sûr. Ok, en termes de propriété intellectuelle, comment est-ce que ça se passe lorsque une PME vient faire appel à vous sur des phases relativement aval pour du développement de proto? Est-ce que vous leur assurez quand même l'exploitation des développements qui va... Alors, l'exploitation est toujours garantie. Et après, selon en fait, le volume des projets, et selon les apports initiaux du labo sur la propriété intellectuelle qui est proposée, il va y avoir différents cas qui vont être à chaque fois négociés en accord de consortium. Sur des petits cas, en fait, ça va être de la prestation simple où l'API va rester à la main de l'entreprise et va appartenir à l'entreprise derrière, avec toujours le bémol qui est que quand on part d'un travail de recherche qui a été publié, les chercheurs ils ont évidemment besoin de pouvoir continuer leur recherche sur le domaine. Donc, il y aura toujours une liberté d'exploitation pour les entreprises, mais il peut arriver que les chercheurs aient envie de continuer leur recherche. Et donc, il n'y aura pas de confidentialité particulière ou de transfert complet de pays aux entreprises. À ma connaissance, en tout cas, Barbara, je te laisserai me corriger si besoin. D'accord, ok. Très bien. Et du coup, ce qui était intéressant, c'était la manière dont vous travaillez étape par étape avec l'entreprise, en lui demandant de déjà tester, en lui proposant de déjà tester avec un petit projet, et puis ensuite, après, partir sur des collaborations, même des laboratoires communs en quête de... je ne me souviens plus du nom de l'entreprise, mais voilà. Vous avez quand vous proposez effectivement de travailler sur du projet pour tester et voir si effectivement la collaboration peut donner, c'est des enveloppes de combien? Est-ce qu'on peut avoir une idée de... On peut avoir des enveloppes. Typiquement, le projet EasyTech dont je parlais tout à l'heure pour Drone Interactive, on était sur une enveloppe de 30 000 €. Donc, c'est des choses moitié financées EasyTech, moitié financées par l'entreprise. Et donc, sur ces enveloppes-là, on était sur des petits projets de 4 à 8 mois. Avec comme livrable, c'était... Avec comme livrable un code optimisé et réglé en partenariat avec les ingénieurs de l'entreprise pour que soit directement embarqué dans le produit. Et donc, en fait, on va pouvoir aller de petits projets à des projets beaucoup plus conséquents, beaucoup plus gros, qui vont aller de quelques mois à quelques années. Je sais que dans le cadre d'EasyTech, on est limité en termes de budget jusqu'à 200 000 €, ce que tu me disais tout à l'heure. Donc, ça commence à être des projets un peu plus conséquents. Mais le livrable côté labo, c'est toujours un code fonctionnel, des briques qui peuvent être directement utilisées par l'entreprise. On fait peu de juste études et où on donne un état de l'art et on laisse les entreprises se débrouiller. C'est pas trop comme ça qu'on fonctionne. Souvent, on commence par un état de l'art et ensuite, on développe au moins quelques briques logicielles avec les entreprises pour leur permettre d'avancer rapidement. D'accord. Ok. Et donc, vous, la raison, s'il y a quelques éléments à fournir, pourquoi est-ce que l'entreprise devrait venir voir plutôt un laboratoire académique, alors, qui est structuré justement pour répondre aux besoins de l'industrie, plutôt qu'une entreprise qui va être spécialisée dans de l'algorithmie et puis... il va y avoir deux choses. Il va y avoir le financement, c'est-à-dire que déjà, il y a tous les financements pour le public-privé. Moi, je suis issu d'une start-up, je me rappelle très bien comment c'est de trouver de l'argent pour travailler. Très souvent, travailler avec un cabinet de conseil privé, ça va coûter beaucoup plus cher que de travailler avec un laboratoire. Et puis, il y a aussi en fait, l'expertise des laboratoires où on a des chercheurs vraiment qui sont à la pointe de leur domaine et qui en fait, vont
avoir une valeur ajoutée qui est difficile à retrouver dans le privé, sauf chez certains très grands acteurs, mais où dans le privé, du coup, le coût va exploser complètement quand on va aller sur ce niveau d'expertise-là. Donc nous, on a aussi des réseaux d'experts. Typiquement, on parlait de la réglementation tout à l'heure, on sait qu'il y a des gens qui seraient plus pertinents que nous côté réglementaire, mais voilà, sur le contrôle commande, sur la vision, sur ces choses-là, on a des experts internationaux reconnus, on a des médailles du CNRS qui travaillent avec nous, et on est assez confiant sur la pertinence, on va dire, et l'expertise des chercheurs avec lesquels on travaille, et sur la vitesse à laquelle on peut réagir à des demandes de ce style-là. Ce qui peut conférer à l'entreprise qui vous sollicite peut-être l'accès à une propriété intellectuelle qui peut être protégée et qui bien sûr. Et puis aussi, il y a des équipements. En fait, il y a aussi des équipements dont nous, on s'équipe dans le cadre de la recherche. Je parlais tout à l'heure de la station Leica, qui est une station de positionnement très précise en extérieur. C'est le genre de choses où peu d'entreprises vont aller dépenser l'argent nécessaire, l'argent que ça requiert, tout simplement parce que dans leur développement à eux, c'est pas forcément important. Mais si vous avez un projet dont l'objectif, c'est vous avez envie de caractériser des choses de manière très précise, nous, en fait, on a à disposition ces outils-là qu'on peut partager avec les entreprises. C'est la même chose pour les salles de capture de mouvement. Il y a peu d'entreprises dans le monde du drone qui ont des salles de capture de mouvement. Ils ont des salles de vol, mais ils ne vont pas s'équiper de 12 caméras à 200 000 euros pour leurs travaux, qui sont des choses qu'on va faire, nous, dans la recherche, parce qu'on en a besoin pour montrer, en fait, la validité et pour avancer au niveau scientifique, quoi. Ok. J'avais une question aussi sur la disponibilité. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est bien que je pense que vous avez vocation à vous rendre disponible pour des projets industriels. Quelle est typiquement la capacité, la réactivité que vous pouvez avoir par rapport à une demande qui vous est exprimée par un industriel en termes de timing? Est-ce que ça peut aller vite? Est-ce que là, aujourd'hui, vous êtes peut-être un peu contraint en termes de ressources ou... Alors, moi, j'ai été recruté par le laboratoire spécifiquement pour justement répondre aux besoins des industriels et répondre à des projets comme ça au fil de l'eau. Et en plus de ça, on a une équipe technique avec plusieurs ingénieurs qui, pareil, ont de la disponibilité au fil des temps. Et donc après, en fait, ça dépend un peu des périodes. Il y a des périodes où on est très chargé parce qu'on a plein de projets en parallèle. Là, en ce moment, on est plutôt dans une phase de prospection et de lancement de projets. Donc en fait, on a plusieurs projets qui risquent de se lancer dans les années à venir. Dans les mois à venir, pardon. Et donc là, typiquement, si on devait démarrer un projet aujourd'hui avec un programme EasyTech, de mémoire, en 3 mois, je pense qu'on peut... Je sais qu'il y a aussi le côté dépôt de dossier, etc., qui peut prendre du temps. Mais nous, de notre côté, en fait, on peut démarrer très, très vite. Sur de la prestation pure, on pourrait même démarrer la semaine prochaine. S'il n'y a pas besoin de financement... Voilà, s'il n'y a pas besoin de passer par les vous avez les ressources techniques et de disponibles et les ressources humaines aussi pour travailler sur le sujet. Et en particulier pour avancer sur du montage de projet, là, on a vraiment les ressources disponibles très, très rapidement. Ok. Alors, je vois qu'il y a une question qui est posée. Donc, est-ce que vous intervenez uniquement sur la brique logicielle ou vous préconisez du hardware aussi? Alors, nous, on a une expertise côté hardware, mais on ne développe pas du nouveau hardware, si c'est ça le sens de la question. Mais a priori, nous, on peut intervenir sur des briques logicielles pour différents hardware. Typiquement, dans le monde des drones, on va travailler sur du PX4, sur des ESP32 embarqués, sur des choses complètement différentes. On a déjà développé des autopilotes de zéro avec des gens qui faisaient de l'autopilote certifiable. Donc, on préconise, on a des connaissances et une expertise sur certains hardware en particulier, mais selon les cas, en fait, on va préconiser un hardware ou un autre. Voilà. Et on ne développe pas de hardware ou peu de hardware nous-mêmes. Et on a, oui, après, on peut donner des conseils capteurs, des conseils de hardware à embarquer sur ce que nous, sur ce que nous on utilise et qu'on sait qui fonctionne. Typiquement, dans le monde du drone, si vous partez sur du Ardupilote ou sur du PX4, en côté logiciel et les hardware qui vont avec, normalement, vous n'aurez pas trop de problème. Ok. Je voyais aussi dans le schéma de fonctionnement, vous pouvez aussi mobiliser des équipes d'étudiants qui travaillent sur ces sujets dans le cadre de projets de fin d'études. Est-ce que ça se matérialise ça, je suis moins expert que ça. Mais oui, on a des projets où très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a un chercheur qui a 1 ou 2 étudiants
avec qui il a déjà commencé à travailler, avec qui il a envie de continuer de travailler potentiellement pour aller sur une thèse derrière. Et donc, en fait, quand on a des industriels qui viennent nous voir avec un sujet, on se dit « Ah oui, je sais que tel chercheur, il nous a fait remonter qu'il a cette info-là. » Et donc, ça peut potentiellement vous aider à accélérer aussi vos recrutements à ce niveau-là en faisant un premier travail avec un laboratoire qui va déjà avoir identifié une personne. Voilà. Je sais que dans le cadre de ma startup, on avait recruté notre thésard comme ça. C'était un étudiant que le chercheur avec qui qu'on avait en partenariat avait repéré et qui nous a dit « Ah non, vous devriez recruter ce gars-là » et ça s'est hyper bien passé. C'était un recrutement très, très cool. On n'est pas une agence de recrutement, hein, mais voilà, c'est vrai que les chercheurs, on se associés aux écoles d'ingé. Voilà, on est associé aux écoles d'ingénieurs et aux facultés. Et nos enseignants-chercheurs ont évidemment du coup des liens directs avec les étudiants là-dessus. Ok, parfait. Merci pour ces réponses. Ce que je peux vous proposer, c'est, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont posées dans le chat. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on vous donne rendez-vous pour la suite de la série des webinaires de l'IRT cette fois-ci, et pas spécifiquement de l'EasyTech. Donc un événement, un webinaire qui portera sur un des programmes de l'IRT et qui traitera en fait de la photonique sur silicium pour des applications de détection d'obstacles par LiDAR. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter. Le 10 octobre, vous aurez dans cette présentation et sur le site web de l'IRT Nanoelec la possibilité, le lien pour vous y inscrire. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, on va clôturer ici ce webinaire. Merci pour votre participation et n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions. Bonne journée. Merci, bonne journée.